Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir les amis. Avec Geoffroy, on lit la presse, vous imaginez bien, Philippe de Villiers. Et on lit les informations exclusives du Parisien. Info le Parisien. Et il présente les tops, les flops des livres politiques. Bardella, Marlex, Tondelier, Royal, les tops et les flops des livres politiques. Il parle de ce que veulent les Français. Le livre paru le 29 octobre dernier qui marche, 42 000 exemplaires pour Jordan Bardella. Éric Zemmour, La messe n'est pas dite, 45 000 exemplaires. Les deux aux éditions Fayard. Je lis le premier paragraphe. Et après, à la fin, il reste toutefois loin, toutefois, de Philippe de Villiers, dont le nouvel essai, Populicide, édité le 8 octobre, lui aussi chez Fayard, a séduit, et là je suis à deux doigts de tomber de ma chaise, plus de 107 lecteurs ou 107 000 lecteurs. Plus de... Philippe de Villiers, vous avez passé la barre des 100 000. Félicitations. Un mot pour vos lecteurs quand même ? Un mot pour... oui. Ça vous laisse peut-être sans voix. Hein. Non, mais mon éditrice, Lise Boel, m'a toujours dit qu'il faut toujours prendre un air modeste, un air d'écrivain, la tête penchée, qui accepte de manière oblative les succès qui sont toujours immérités, mais c'est la bonté du public, des lecteurs. Ma circonscription électorale s'élargit. Oui. Circonscription électorale. C'est important pour l'ARCOM. Et alors, je voulais vous dire que vous êtes demain soir à l'antenne, à 19h. Comme chaque samedi soir. Vous avez raison. Et là, c'est avec Mathieu Bocoté. Et là, c'est un match. Oula! Ah oui, demain à 19h, invité de face à Mathieu Bocoté. Mais vous restez toute l'émission dès 19h? Oui. Ah oui, d'accord. Donc vous prenez la main. Donc je vais écouter ça. Je suis invité par vous. Bah, je vais peut-être parler de Populicide. Eh ben, écoutez, je vais peut-être faire autre chose parce que je vous vois beaucoup quand même, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, donc, présent demain face à Mathieu Bocoté. Ce sera demain à 19h. Philippe, avant de commencer notre émission, vous vouliez avoir un mot pour nos confrères de Frontières. Oui. Pourquoi donc ? Parce que j'ai appris avec stupéfaction, comme vous, que le magazine Frontières, dont je suis un abonné fidèle, et qui est un magazine pas comme les autres, puisqu'il dit des choses que personne ne dit. Le dernier numéro, d'ailleurs, est incroyable, sur LFI et sa balise, là-bas. Donc ça fait marcher les tondeuses, y compris les tondeuses de Leroy Merlin. Et puis j'arrive au problème que nous avons connu cette semaine. C'est une grande première. Vous avez les Sleeping Giants, ouais, les gens ne connaissent pas, mais ils sont après moi toutes les semaines, ils envoient des lettres à l'ARCOM, ils disent qu'il faut arrêter l'émission de Philippe de Villiers, etc. L'ARCOM est en train d'examiner. Sleeping Giants, c'est un truc américain au départ, bon, voilà. Et puis ils sont repris par LFI. Et en fait, LFI, c'est la France insoumise, la Mélenchonie. Ils ont dit à Leroy Merlin, retirez votre pub, s'il vous plaît. Et Leroy Merlin a obéi à la France insoumise. C'est en fait, c'est maintenant la France insoumise qui commande les perceuses, les perforeuses, les tondeuses, les ponceuses de Leroy Merlin. Toute la quincaillerie de Mathilde Panot, c'est Leroy Merlin. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui est amusant et réconfortant. C'est des milliers et des millions de tweets et d'abonnés. Et donc, c'est formidable. Et voilà, je remercie Leroy Merlin parce qu'ils ont, en fait, indirectement, fait la promotion de Frontières. Je salue aussi son directeur général, qui s'appelle Éric Tegner, que vous voyez et que vous connaissez mieux que moi, puisqu'il est sur vos plateaux, et qui est un garçon qui incarne, pour moi, le courage français. Et c'est une parole qui est une parole libre, Philippe de Villiers, comme chaque vendredi. Oui. Et c'est votre regard sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Ah oui, mais là, j'engage que moi. Non, mais vous l'engagez. C'est ma propre tondeuse. C'est votre... Vous avez bien fait de parler de tondeuse. C'est ma tondeuse Leroy Merlin à moi. Vous avez bien fait de parler de tondeuse, Philippe de Villiers. Vous souhaitez apporter un autre regard, votre regard, une nouvelle fois, sur le sondage publié par l'IFOP cette semaine. Le titre, c'est « État des lieux du rapport à l'islam et l'islamisme des musulmans de France ».
L'IFOP souligne une faible proportion de musulmans au sein de la population française adulte, 7% en 2025. Et je vais vous citer l'avis du directeur des études de l'IFOP, François Cros. C'est ce premier paragraphe. Cette enquête, selon donc François Cros, dessine très nettement le portrait d'une population musulmane traversée par un processus de réislamisation structuré autour de normes religieuses rigoristes et tentée de plus en plus par un projet politique islamiste. Philippe de Villiers, quelle analyse faites-vous des résultats de cette étude ? Selon moi, comme pour beaucoup d'autres, c'est un marqueur de l'affaissement français et de l'abaissement de la France. Pourquoi ? Parce que on dévale la pente. On descend les marches les unes après les autres. Je voudrais décrire ces marches principales que nous descendons en ce moment. La première, c'est en fait l'éclipse de la conscience nationale. Je voudrais que nos téléspectateurs et nos auditeurs entendent bien ce que je veux dire. L'éclipse de la conscience nationale, c'est inouï dans un pays. Et jamais on n'aurait pensé ça pour la France. Je parle de nos élites, les fameuses élites mondialisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce sont les années Giscard. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti à l'époque, les années Giscard. Je me souviens que mon voisin à l'Assemblée s'appelait Bernard Stasi. C'était un centriste. Il avait écrit un livre qui a été un énorme succès, que toutes les élites lisaient et s'arrachaient. C'était « L'immigration, une chance pour la France ». C'était ça la droite à l'époque. L'UDF, le RPR, c'était ça la droite à l'époque. Et moi j'étais outré. L'immigration, une chance pour la France. C'est-à-dire qu'en fait on entrait sans le savoir, avant même la chute du mur de Berlin, dans l'âge post-historique, post-national, post-identitaire et post-territorial. C'est-à-dire que, avec ce livre et avec cette nouvelle politique, la politique du regroupement familial de Giscard, l'immigration a changé 2 fois en même temps. Elle a changé d'échelle et elle a changé de nature. Elle a changé d'échelle. On a eu l'immigration massive que Giscard lui-même a appelée à la une du Figmag à l'époque l'immigration invasive. Et elle a changé de nature puisque c'était une immigration européenne qui est devenue une immigration africaine, et c'était une immigration de travail qui est devenue une immigration d'établissement. On vient avec sa famille. Donc ça, c'est la première marche. L'immigration invasive. À partir de Giscard, la droite et la gauche, ensemble, se mettent d'accord, en fait, sous l'influence du patronat. Ce que m'a raconté François Sérac. En fait, on cherche des prolétaires, quoi. Un prolétariat de substitution, puisqu'on est obligé de bien payer sous l'influence des syndicats nos gens. Donc, ça serait bien qu'on fasse venir des Africains. Ils seront moins exigeants pour faire la plonge. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la vérité historique. Deuxième marche, qui est encore plus grave que la première, c'est l'abandon du creuset français. C'est-à-dire du principe d'assimilation, qu'on ne peut même, le mot, on ne peut même plus le prononcer. Si vous prononcez le mot assimilation, on dit « Ah, fasciste, extrême droite ». Mais l'assimilation, c'est dans le Code civil. C'est l'article 21 du Code civil, que je connais par cœur et que je vais vous réciter. Nul ne peut être naturalisé s'il n'adhère pas au principe d'assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance de son histoire, de son
sa culture, de sa langue et des mœurs de la société française. Article 21, l'assimilation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut toujours suivre, vous qui êtes journaliste, vous le savez ça, il faut suivre la course des mots. Parce que la course des mots en dit beaucoup sur l'évolution des choses. Donc là, assimilation. Dans les années 80, quand je suis moi au gouvernement, Chirac, c'est encore l'assimilation. Même Mitterrand parle de l'assimilation, qu'on va petit à petit vider de son contenu. Qu'est-ce que ça veut dire l'assimilation? On assimile une personne. Assimiler, c'est faire de l'autre un autre soi. Ça, c'est les années 90. 80-90. À partir des années 90-2000, on glisse vers un autre mot, l'intégration. L'intégration, on intègre un groupe. C'est plus pareil. Et puis dans les années 2000, on bascule et on passe de l'intégration à l'insertion. On insère des communautés. Et puis ensuite, à partir des années 2010, plus exactement 2013, le rapport Thuot qui est remis à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, Thuot c'est un conseiller d'État, il remet un rapport qui s'intitule « Vers la société inclusive ». On passe de l'insertion à l'inclusion. L'inclusion, ça veut dire on inclut des peuples. Et on dit au peuple qui vient, au peuple neuf qui vient, qui arrive d'ailleurs, venez avec vos souvenirs et avec votre vision du monde. En d'autres termes, je viens de vous dessiner en les 40 années de l'aventure du vivre ensemble, qui est en fait l'aventure de la juxtaposition communautaire. Troisième marche qu'on a descendue, sur laquelle je voudrais insister parce que je l'ai vécu de près. Et vous allez reconnaître les hommes politiques qui sont concernés. L'islam des Lumières. Ça vous dit quelque chose, l'islam des Lumières. En fait, c'est cette prétention de la bourgeoisie française de croire que l'islam, c'est le christianisme des Arabes. Mais non, c'est autre chose. Je dis la prétention parce qu'il y a une arrogance et une sorte de mépris à l'égard d'une religion qui n'est pas la religion originale de la France. En fait, c'est une méconnaissance historique et une inculture totale de la bourgeoisie française. Pourquoi? Parce que il y a un antagonisme fondamental entre deux civilisations qui sont difficilement miscibles, l'arabo-musulmane et la christiano-occidentale. Et tous les islamologues sérieux, quelle que soit leur conviction par ailleurs, disent on ne peut pas adapter l'islam, on ne peut pas réformer l'islam, on ne peut pas modifier l'islam. Cette histoire d'islam des Lumières, c'est impossible. Et alors voilà le sondage, et j'y arrive. Et voilà le sondage qui nous dit il y a 3 tropismes dans la jeunesse musulmane aujourd'hui. Et les chiffres sont là pour en témoigner. Premier tropisme, c'est le retour au djihad, entendu non pas forcément comme un djihad guerrier, mais comme un prosélytisme qui invite les croyants à faire de la terre où ils habitent une terre d'islam. Le prosélytisme de conquête est une obligation coranique. Deuxièmement, 59% des jeunes interrogés souhaitent la charia. Qu'est-ce que ça veut dire, la charia? Ça veut dire que c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'ordre islamique. C'est un droit révélé, donc immuable. C'est un droit qui ignore la séparation, la distinction entre le temporel et le spirituel. Et c'est un droit dans lequel la loi islamique est supérieure à la loi républicaine. Si vous me passez l'expression, pour un musulman digne de ce nom, la République par rapport à Allah ne fait pas le poids.
Et donc, la charia. Troisièmement, c'est ce qui apparaît aussi dans ce sondage, c'est la préférence pour l'Oumma. L'Oumma, c'est l'allégeance des allégeances, c'est la communauté universelle des croyants mahométans. C'est-à-dire que c'est le lien supérieur à toute autre appartenance. Alors à partir de là, quelle est l'étape qui vient? Quelle est l'étape qui est devant nous? Quatrième marche. C'est le califat. Pourquoi c'est le califat? C'est pas moi qui le dis. Le 13 décembre dernier, dans le journal Le Monde, est rapportée la phrase décisive d'un rapport, d'une lettre confidentielle de Bertrand Chamoulot, le directeur général du renseignement territorial, et qui s'adresse au président de la République et qui lui dit, voilà, les frères musulmans ne veulent pas la violence, ils veulent l'infiltration pour parvenir à faire de la France un califat. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où la France a fait venir chez elle une autre civilisation que la nôtre. Et cette civilisation, il y a ceux qui voudraient l'adapter, la réformer, avec un mépris pour cette civilisation, qui est scandaleux, et ceux qui sont là, les bras croisés, qui disent maintenant on ne peut plus rien faire. Voilà la situation. Alors justement, on ne peut plus rien faire. Une fois qu'on a dit tout ce que vous avez dit, quelle réponse apporter à cette situation? Et qu'est-ce que vous, Philippe, vous avez envie de dire à ces gens, à ces Français de confession musulmane qui vous regardent? Vous en parlez d'ailleurs dans Populicide. Votre question est grave, elle est importante, elle est même décisive. Nous avons deux civilisations face à face. Alors que faire? Il y a deux hypothèses. Je vais être très précis dans ma réponse. Première hypothèse, il y a ceux qui sont chez nous et qui nous détestent. Et qui le disent, qui ne s'en cachent pas. Et qui parfois passent à l'acte. Donc là, je reprends le mot d'Éric Zemmour, c'est la remigration, qui n'est pas que le mot d'Éric Zemmour, parce que c'est la remigration en Amérique, c'est dans tous les pays en fait. La remigration, ça veut dire en fait, ceux qui ne s'adaptent pas à notre culture, à notre civilisation, il faut qu'ils repartent chez eux. Ça se fait gentiment, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il y a une remigration célèbre. Le professeur de Sciences Po, que j'ai bien connu, Pierre Milza, en a fait un livre sur les Italiens. Alors que la culture italienne est proche de la culture française, sur 3 millions d'Italiens qui sont arrivés en France, il y en a à la moitié qui sont repartis. La remigration. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'adaptaient pas à notre culture. Ceux qui sont restés se sont adaptés à notre culture, l'ont accepté, l'ont ingéré, et les autres sont repartis. Donc la remigration, ça existe. Donc la remigration des OQTF, la remigration de ceux qui nous détestent, voilà. En d'autres termes, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Deuxièmement, deuxième hypothèse, pour les Français de désir, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de notre culture, qui ne sont pas de notre civilisation, qui arrivent chez nous, qui n'ont rien demandé et qui nous regardent, on propose la francisation. C'est-à-dire, en fait, une manière d'aller vers ceux qui n'ont pas reçu ce que nous avons reçu, nous, les Français de souche, pour leur dire, voilà, vous pouvez nous rejoindre. En d'autres termes, aux musulmans français, qui peuvent devenir des Français musulmans, il faut leur faire comprendre que nous voulons les attirer à nous, qu'on a envie qu'ils nous ressemblent, à condition qu'on donne envie qu'ils nous ressemblent. Et qu'ils nous ressemblent non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans
l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Et donc, à ces Français de désir, je réponds, je dis ceci. Il y a 2 choses à faire pour nous rejoindre. La première, c'est d'accepter dans son principe la civilisation française que vous allez avec nous découvrir et aimer. Et ensuite, eh bien, se dégager de la tutelle des pays d'origine. Vous êtes en France, c'est plus l'Algérie, c'est plus le Maroc, c'est plus la Tunisie, c'est plus l'Afghanistan, etc. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut quitter les dépendances aliénantes. Mais je vais vous dire, celui qui a le mieux répondu à votre question, c'est Boualem Sansal, dans une conversation que j'ai eue avec lui au cercle algérianiste à Béziers. Un jour, dans un tête-à-tête qui m'a marqué, je me souviens mot à mot de ce qu'il m'a dit. Je lui parlais du problème de la francisation, du problème de l'assimilation. D'ailleurs, le mot, c'est lui, la francisation. Il dit, il n'y a qu'à franciser la France. Si on refrancise la France, il s'est énervé. Et il m'a dit cette chose extraordinaire qui répond à votre question. Il y a 3 manières d'entrer en France par le cœur, cher Philippe. La première, c'est d'entrer en France par la porte de la mémoire adoptive. C'est-à-dire que moi, Duquesclin est devenu mon cousin. La deuxième porte d'entrée, c'est l'art de vivre. Il faut quitter le halal. Il y a un art de vivre à la française, il faut l'accepter. Se mettre à aimer le cochon. C'est comme ça, on est en France. On n'est pas en Iran. Le voile, chez nous, non. Etc. Et troisièmement, Boualem Sansal m'a dit, et pour moi, la troisième porte d'entrée, c'est la principale, c'est la porte d'entrée par la langue. Parce que par la langue, nous sommes, toi et moi, voisins de palier, c'est-à-dire voisins de mots, voisins de bons mots, cousins de romances et de grands sentiments. Parce qu'on va chercher dans la littérature quelque chose qui nous devient commun. Voilà, Boualem Sansal, il a tout dit. Et ce que je viens de dire en choisissant mes mots, c'est capital. Ou bien réussit ça, la francisation, c'est le but de mon livre Populicide, mon livre Testament. Ou bien réussit ça, sinon la France va s'autodétruire et sécher sur pied. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Il s'appelait Mehdi Kessassi. Il rêvait de devenir gardien de la paix. Il a été abattu froidement jeudi 13 novembre en pleine rue de Marseille. Amine, frère de Mehdi, militant écologiste marseillais, mobilisé depuis plusieurs années contre le narcotrafic. On parle aujourd'hui de crime d'avertissement. Il y aura ce week-end une mobilisation dans toute la France en hommage à Mehdi Kessassi. Je vous propose d'écouter Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui réagissait justement à ce drame et au trafic de drogue en France. Écoutez. Le chantier est tellement énorme, l'argent est tellement massif que je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce qui se passe dans nos rues. Et M. Cros, est-ce que vous savez combien de mises en examen à Marseille aujourd'hui? Des centaines. 2000. Ah, 2000. Est-ce que vous imaginez... Sur le narcotrafic. Pour le narcotrafic, oui. ou les... Comment voulez-vous qu'il y ait assez de magistrats et de policiers pour traiter cette... C'est massif, c'est colossal. Il faut faire une guerre. Hein. D'accord, voilà. Je vous entends, mais est-ce que la réponse politique aujourd'hui existe? Pour l'instant, je trouve qu'elle n'existe pas. Parce qu'elle doit avoir plusieurs volets. Je l'ai dit, la pédagogie, la répression. Et il faut aller voir les pays aussi étrangers qui nous envoient cette drogue. Mais comment vous faites avec la Colombie? Vous allez entrer en guerre avec la Colombie? Non, mais peut-être qu'on devrait aller voir les présidents et aller voir un peu et comment ça se passe. Parce que je trouve absolument anormal qu'aujourd'hui, à Barcelone, pratiquement, la cocaïne est en train d'irriguer l'Europe de Barcelone.
Geoffroy Lejeune. Alors c'est vrai, Philippe, que la France a été très choquée par cet assassinat. On a même parlé, jusqu'au garde des Sceaux, on a même parlé de crime d'avertissement. Est-ce que selon vous, ce qui s'est passé avec le frère de Amine Kessassi est un point de bascule? On vient d'entendre Louis Alliot, qui est un maire remarquable. Si on avait plus de Louis Alliot, la France irait mieux. Voilà, je le dis au passage. Petite parenthèse, il a signé la pétition d'ailleurs sur l'immigration. Alors, je réponds à votre question. Si vous me permettez, on va prendre du champ d'abord, un peu. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Et cette semaine, j'ai repris mon livre Mémoricide. En me disant, c'est incroyable, dans mon livre Mémoricide, j'ai fait un chapitre sur la drogue et je raconte comment il faut éviter de dépénaliser la drogue. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Et en fait, je me suis remémoré ce qu'était la situation il y a encore 2-3 ans, en France. Et ce que j'ai vécu, moi, je vais vous donner 3 dates. 1987, je suis secrétaire d'État à la culture et je vois Charles Pasqua qui est en colère contre Michel Barzac. Et il demande à Chirac son arbitrage, qu'il obtient en sa faveur. Pourquoi? Parce que Michel Barzac a décidé, comme ministre de la Santé, de distribuer des seringues. Donc à l'époque, le gouvernement de droite, en 1987, est divisé. Il y a ceux qui veulent lutter pied à pied contre la drogue et ceux qui disent non, le combat est perdu. Il faut passer du côté sanitaire. Deuxième date, 1995. En 1995, qu'est-ce qui se passe? On accepte de mettre sur le marché la méthadone et le Subutex, c'est-à-dire des produits qui sont des substituts à l'héroïne. Et donc en réalité, on accepte là encore l'idée que la partie est perdue. Ensuite, 2016, vous vous en souvenez peut-être, c'est les salles de shoot. À Paris, dans les grandes villes, les salles de shoot. C'est-à-dire que là, on a complètement perdu la part. On drogue les gens pour éviter qu'ils ne se droguent. En fait, on les drogue propres, quoi. Et récemment, M. Béliard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ce nom-là, c'est un écolo d'ailleurs, c'est bizarre, il demande qu'on fasse des nouvelles salles de shoot à Paris. Voilà où on en est. En d'autres termes, pendant des années, pendant des décennies, les élites françaises, en fait, considéraient que la partie était perdue et qu'il fallait dépénaliser, comme dans tous les pays voisins, en disant ça va faire baisser la consommation et ça va casser les réseaux. Voilà. Et puis, tout à coup, tout bascule à cause d'Incarville. Et la sémantique change. Là encore, la course des mots. Premier mot qui fait irruption, le narcomicide. C'est tout neuf, le narcomicide. Qu'est-ce que c'est le narcomicide? C'est un mot pour qualifier un meurtre lié à la drogue. Narcomicide. Ensuite, deuxième mot, les sicarios. Les sicarios, pour qualifier les jeunes tueurs à gages de 14 ans qui touchent 4 000 € pour éliminer un gêneur. Ensuite, il y a la cartélisation. Là encore, c'est un mot qui n'existait pas il y a 2 ans. Cartélisation pour qualifier la nouvelle géographie des fournisseurs et des dealers. Et enfin, mexicanisation. Mexicanisation, c'est-à-dire qu'en fait, le taux d'homicide à Marseille est équivalent à celui du Brésil et équivalent à celui du Nicaragua. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, il y a les étapes. Je les reprends brièvement. Première étape, le guet-apens d'Incarville, mai 2024. On en a parlé ici beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, le guet-apens d'Incarville? Ça veut dire, en fait, qu'on n'est plus en face
d'un conflit de bandes entre elles pour une récupération de territoire. Ça, c'est du classique. À partir de 2024, Incarville, on est dans un conflit direct de puissance à puissance. Une bande et l'État, la puissance publique. En d'autres termes, ce qu'on voit à Incarville, c'est le Mexique, pour la première fois. Et tous les journalistes le disent à ce moment-là. Donc c'est la sud-américanisation de la France, du point de vue du narcotrafic. Deuxième étape, qui s'enchaîne avec la première. Le rapport du Sénat, incroyable. Le rapport du Sénat qui dit « Nous sommes devant un État parallèle ». Un État parallèle. Donc il y a un État dans l'État. Et cet État parallèle, il a son marché, c'est une contre-société, il a son économie, il a sa hiérarchie, et le rapport parle d'un chiffre d'affaires à l'époque de 6 milliards. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards. Bon. Ensuite, derrière, arrivent les confidences sous serment des magistrats de Marseille, avec cette fameuse phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, « Nous sommes peut-être en train de perdre la guerre ». Et au même moment, sous serment, on a Feu, le ministre de la Défense, le plus bref de toute la Ve République, qui était à l'époque ministre de l'économie et de la transition érotique, puisqu'il faisait des livres à l'époque là-dessus, et Bruno Le Maire qui dit il y a des sous-marins qui prennent la drogue en Colombie et au Pérou et qui arrivent chez nous, enfin chez nous en Europe, à Rotterdam, à Anvers, des sous-marins. Et là, il parle pour la première fois de corruption. Donc vous voyez, on évolue. Puis, l'été dernier, en plein mois d'août, 25 août, le Figaro annonce, voilà, le rapport de l'OFAST, l'Office antidrogue, et qui dit ceci, il y a aujourd'hui dans les quartiers, face aux services publics, des services d'aide sociale du narcotrafic. C'est-à-dire que le narcotrafic qui arrive chez les gens, il propose des jouets pour les enfants, d'emmener la grand-mère faire ses courses, ou encore des fournitures scolaires, etc., etc. Donc il y a un service social parallèle. C'est ce que dit l'article du Figaro. C'est ce que dit le rapport, plutôt. Le rapport de l'OFAST. Un service social parallèle. Donc petit à petit, la population est gagnée, évidemment, dans certains quartiers. Et enfin, on arrive au crime d'avertissement dont vous parlez. Quelle est la prochaine étape ? Maintenant, il y a des narcovilles. Marseille est une narcoville. Je me souviens un jour, je parlais avec Jean-Claude Gaudin, j'étais chez lui à Marseille, il m'avait invité, on visite Marseille, et il me dit, tu sais Philippe, avec son accent inimitable, dans 20 ans, Marseille ne sera plus en France. Donc en fait, il le voyait. 20 ans, vous voyez, bon, regardez aujourd'hui, on a une narcoville, on a des narcovilles en France. On n'a pas encore un narco-État, mais ça vient. Quelles sont les caractéristiques d'un narco-État ? Les traits constitutifs. Premièrement, un narco-État, c'est un État qui se joue des frontières. Deuxièmement, c'est le cas. Deuxièmement, un narco-État, il ubérise ses réseaux. Partition, péage, avec une maîtrise territoriale. C'est-à-dire que maintenant, il maîtrise l'ensemble du territoire, depuis Metz, Biarritz, Carcassonne, etc. Enfin, un narco-État, il a un marché planétaire, il a un marché de masse. Alors en France, le marché de masse, c'est quand même 600 000 usagers de la cocaïne, 240 000 bénéficiaires, c'est plus que les employés du centre Leclerc, bénéficiaires de la drogue. Ceux qui travaillent grâce à la drogue, c'est quand même beaucoup, hein. C'est une grande entreprise quand même. Et 3000 points de deal. Et enfin, et ça y est, ça arrive, d'ailleurs Darmanin l'a dit hier, la corruption. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je vais être très simple, basique. Il faut couper les deux bouts de la chaîne. Le premier bout de la chaîne, c'est les fournisseurs. Le deuxième bout de la chaîne, c'est les clients. Jusqu'ici, on ne fait rien. Premier bout de la chaîne,
les fournisseurs. Il faut fermer les frontières nationales. Je suis le seul à le dire, le seul. Vous pouvez écouter tous les hommes politiques, il n'y en a pas un qui va sur ce terrain-là. Or, ils savent tous que la marchandise arrive depuis la Bolivie, le Pérou, le Maroc. Alors, on va prendre l'exemple de Rotterdam et Anvers. Donc là, c'est 200 tonnes. Nous, on récupère 47 tonnes par an. Les policiers, c'est un travail remarquable, les douaniers, etc. Mais avec des épuisettes à l'intérieur de la maison, quoi. Ça représente 3 milliards d'euros. C'est ce que disait Pierre Lelouch, d'ailleurs, ce matin. Voilà, avec un chiffre très précis. Mais la marchandise, elle arrive au port d'Anvers, au port de Rotterdam. Alors vous me direz, alors autour de nous, on a des pays qui ont dépénalisé. Donc, ils n'ont pas le même problème que nous. Donc, vous prenez l'Allemagne, par exemple, aucun problème. Les Pays-Bas, vous savez, les coffee shops s'appellent. Donc, eux, ils n'ont pas le même problème que nous. Nous, on a décidé de lutter contre la dépénalisation. Ce n'est pas la voie choisie. Ça, c'est un vrai bonheur, quand même. Bon, tout autour de nous, même l'Espagne, etc., regardez-les tous, ils ont cédé. Donc, en fait, la drogue, elle arrive par des pays qui ont cédé. Et comme il n'y a plus de frontières internes à l'intérieur de l'Europe, on est obligé d'accepter la marchandise. Et c'est la raison pour laquelle les hommes politiques qui ne veulent pas du Frexit, que moi je veux, sortir de cette broyeuse pour rétablir les frontières, ils n'en parlent pas parce qu'ils sont très gênés aux entournures. Alors on dit, ah ouais, le client, le consommateur. Mais d'accord, mais le consommateur, s'il n'y a plus de marchandises, il sera sevré, le consommateur. C'est quand même simple à comprendre. La deuxième chose à faire, c'est une législation d'exception. Franck Alizio, le député de Marseille, qui est un homme remarquable, est intervenu là-dessus de manière brillante à l'Assemblée. Il faut l'état d'urgence. Pourquoi l'état d'urgence ? Parce qu'avec l'état d'urgence, on pourra faire des choses qu'on ne peut pas faire avec la législation actuelle. C'est-à-dire interdire les rassemblements, etc., les points de deal, tout ça. Et enfin, troisièmement, on a parlé de ça au téléphone. Henri Guénaud a parlé de l'armée. Bon. Alors là-dessus, je vais être très précis. Moi, je pense qu'il faut faire pour la drogue, pour le narcotrafic, ce qu'on a fait avec le RAID et le GIGN. C'est-à-dire c'est un mélange d'armée, de gendarmerie, de police. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mission à confier à cette force armée spécialisée, je l'appelle comme ça, c'est d'aller dans les caves chercher les kalachnikovs. On ne peut pas demander autre chose. Là, c'est la police qui fait très bien son travail, remarquablement. C'est la police qui est spécialiste, c'est pas l'armée. L'armée, on ne va pas mettre les chars à Marseille. En revanche, aller chercher les kalachnikovs, il n'y a que l'armée qui peut y aller. Parce que l'armée est armée. Voilà. Donc, il faut une force spéciale, une force spécialisée qui ira chercher les kalachnikovs dans toutes les caves de France. Parce que déjà, il y aura moins de morts. Voilà. Et enfin, un dernier point, les consommateurs. Aujourd'hui, l'autre jour, Emmanuel Macron a dit, ça partait d'un bon sentiment, il a dit, il faut que le client comprenne qu'il est complice. Mais non, mais juridiquement, il n'est pas complice, justement. C'est ça le problème. Il est complice d'un délit, voire d'un crime. Non, il faut qu'il soit complice. Il faut que le client, que le consommateur soit poursuivi. Aujourd'hui, c'est une amende de 200 €, et il y a 30% de l'amende qui rentre, c'est tout. Donc, en fait, d'abord, il faut qu'à l'école, il y ait chaque matin une parole en disant « Attention, la drogue tue, la drogue tue ». Et ensuite, il faut... Et c'est marrant, il y a des campagnes contre le tabac, il y a des campagnes contre l'alcool, il y a tous nos viticulteurs qui sont en train de mourir. On s'acharne sur la vigne française. On ne pourrait pas s'acharner en disant « là, le vin, etc. » À chaque fois, on ne peut plus dire « j'ai bu un coup, etc. » Bon. Et les viticulteurs, ils tuent personne. Alors que les narcotrafiquants, ils tuent. Voilà. Et donc, en fait, il faut que le client... Ouais, mais alors là, ça va ronfler.
Parce que là, vous allez toucher à la société récréative. Vous savez, moi, quand j'étais à l'Assemblée, avec mon ami Charles Millon, on regardait les députés, on croisait les bras comme ça, et on regardait, et on disait, tiens, celui-là, regarde. Vous savez comment on voyait les narines. Voilà, je pourrais vous en parler, voilà. Donc, si vous voulez, bon, ils sont tous mouillés, tous presque, enfin, beaucoup, enfin, qu'est-ce qu'ils font la nuit, etc. Souvenez-vous, Palmade, tout ça, etc. Enfin, ouais, la société récréative. Ouais. Donc là, c'est parti, il faut se battre, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est la guerre, c'est pas un fléau. C'était un fléau, on disait le fléau de la drogue. Non, le narcotrafic, c'est la guerre. Narco-banditisme, narco-terrorisme. Et puis d'abord, la première chose à faire, si on veut se débarrasser de la déesse Massia, on a la même idée, non? C'est l'immigration, on peut peut-être arrêter l'immigration. Si on arrête l'immigration, on résout une grande partie du problème. Parlons d'une autre guerre, Philippe. Le chef d'état-major des armées a pris la parole cette semaine pendant le congrès des maires de France, appelant au réarmement afin d'anticiper une guerre d'ici 2030. On va écouter justement le chef d'état-major des armées. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Parce que spontanément, c'est pas des lectures du dimanche, c'est pas quelque chose d'accessible facilement. On peut avoir le sentiment que c'est loin, et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, c'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité. C'est une mécanique de solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc est de l'OTAN, qui pourraient être attaqués, et qu'on ira protéger par solidarité. Et à partir du moment où on s'engage en solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme. Geoffroy Lejeune. Philippe, toute la semaine, je me suis retenu de vous appeler pour vous demander qu'avez-vous pensé de cette déclaration. Alors, il faut la remettre dans un contexte. Si vous voulez, on va prendre les jours de la semaine. Lundi, on a à Villacoublay la signature de la lettre d'intention pour vendre, entre guillemets, à l'Ukraine 100 Rafales. Bon. Emmanuel Macron, Zelensky. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on adopte un statut de belligérant. C'est extrêmement grave. Mais surtout, en fait, qui va payer? On a déjà payé 21 milliards à l'Ukraine. Les Français ne savent pas. Ça n'a pas été voté. 21 milliards. Et là, vous pouvez calculer 100 Rafales, sachant qu'on a 105 Rafales. Donc, on va se dépouiller, on va prélever, ou alors on va fabriquer. Bon, tout ça est obscur. Le mardi, on a la déclaration du général Mandon. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un double paradoxe. Aujourd'hui, il nous dit la force d'âme, c'est de s'occuper de l'Ukraine. Moi, je dis la force d'âme, c'est de s'occuper de la France. La force d'âme, c'est de s'occuper de l'indépendance de l'Ukraine, de la frontière ukrainienne, de la souveraineté ukrainienne, de l'identité ukrainienne, de la dépendance ukrainienne. Non. Non. Moi, je veux m'occuper de la France, de l'indépendance de la France, de la frontière française, de la souveraineté française. Deuxième paradoxe. Il veut envoyer nos enfants se faire tuer. Mais nos enfants, ils sont déjà tués. Dans les banlieues. Philippines, ça te dit quelque chose, non?
Elias, Thomas, Matisse. C'est-à-dire que chez nous, on a le terrorisme, on a une guerre déjà chez nous. Et vous voulez l'exporter ailleurs, la guerre? Où? En Ukraine. Ça ne nous dit rien, l'Ukraine. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de la Seine-Saint-Denis. Alors vous voulez nous emmener mourir au Donbass? C'est une honte. Voilà. Et ensuite, le jour d'après, on a quoi? On a le kit. Vous voyez, le kit anxiogène, où on nous explique que si tu vas aux toilettes, il ne faut pas prendre du papier journal, il faut prendre du papier de soie. Vous avez vu le truc incroyable. On n'y avait pas pensé. Hein. Bon, voilà. Ils se foutent de notre gueule. Bon. Et enfin, ce que vous ne savez pas, j'aurais pu l'apporter, le 31 octobre dernier, il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre et le ministre de la Défense. Ce décret prévoit la légalisation de l'utilisation de sociétés militaires privées à l'image des sociétés militaires privées américaines qui sont intervenues en Irak. Tout ça pour intervenir en Ukraine. C'est quoi? C'est des mercenaires. On paye des mercenaires. Personne ne le sait. Ce décret est passé inaperçu, sauf de moi. Or, ce décret il pose deux problèmes, et je terminerai par là. Premier problème, on engage un conflit avec une puissance nucléaire par procédure administrative. Vous voyez la gravité? Et deuxièmement, c'est la privatisation rampante de la politique étrangère de la France, c'est-à-dire c'est la diplomatie militaire par l'intermédiaire de sociétés privées de mercenaires qui gagnent du fric sur le dos des contribuables. Qui en a parlé de ça? Voilà. Donc c'est une honte. Ce général, il faut qu'il démissionne. Il est pire que le général Gamelin. Il veut nous emmener à la guerre, il veut nous faire tuer avec son chef, le chef suprême, parce qu'ils sont tellement paniqués, parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour rattraper les Français. Et pour rattraper les Français, ils veulent nous emmener en guerre en Ukraine. Alors que moi je dis, mais la Russie ne veut pas nous faire la guerre. Et il faudra bien qu'un jour on se réconcilie, comme le font les Américains avec les Russes. Il faudra qu'on parle avec les Russes. Donc c'est absurde de couper l'Europe en deux et de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Ayons un peu de sens géopolitique, prenons la bonne hauteur et il faut se débarrasser de ce président de la République qui a perdu la raison. Il nous reste une dizaine de minutes, Philippe de Villiers. Et vous savez que c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et à cette occasion, vous avez souhaité, en forme d'apologue, rendre un hommage à un personnage archétypal. Et c'est une sorte de message d'hommage à l'entrepreneur créateur. Entrepreneur créateur que vous avez été notamment via le Puy du Fou. Philippe de Villiers. Alors, en ce moment, avec le fisc, la pression fiscale, l'entrepreneur créateur, il est blotti, recroquevillé, il n'ose plus se montrer. Et alors on dit, toi, l'entrepreneur créateur, tu gagnes trop d'argent, etc. Alors moi, je fais un hymne à l'entrepreneur créateur. Parce que je pose la question suivante. Qui crée la richesse? Qui donc fait vivre les familles? Qui donc fait vivre le pays? Qui donne à l'innovation son champ expérimental? Qui prend tous les risques? Ce n'est pas la puissance publique, ce ne sont pas les ministères, ce ne sont pas les administrations. Non. Ce n'est pas la sphère publique qui crée la richesse. Elle la consomme. Celui qui crée la richesse, c'est l'entrepreneur créateur qui, à l'image du père de famille, pour reprendre le mot heureux de Peggy, est l'aventurier des temps modernes. Pour avoir vécu les affres de la création à une époque de ma vie, même à plusieurs, je sais, je connais, je puis témoigner de ce qu'est l'angoisse du créateur, de ce qu'est le parcours du créateur. Le parcours du créateur, c'est un parcours chaotique, c'est un parcours qui est imprévisible, qui est indétectable, qui est incertain, qui est risqué. Alors faisons ce parcours en quelques minutes. Le parcours de la psychologie, de l'intimité du créateur. Premier moment,
le Créateur regarde le monde, c'est le vertige. Pourquoi? Parce que le Créateur, il est intelligent, il voit bien que le monde existe depuis longtemps et qu'il n'y a plus rien à inventer, du moins le croit-il. Il peut qu'ajouter une petite chose, mais tout a été pensé, tout a été dit, tout a été imaginé, tout a été créé. Alors, parce que c'est la civilisation. La civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il voudrait apporter de mieux est infiniment inférieur, infiniment moins précieux, moins sophistiqué que le monde qu'il trouve à son arrivée. Alors, un peu de modestie. Alors là, il y a une réponse intéressante qui m'a toujours fasciné, celle de Henry Ford, à Ford Company, qui dit avoir fait plus pour le monde que le monde n'a fait pour vous. C'est la devise secrète du Créateur. Donc le vertige, d'abord. Le monde est là. Qu'est-ce que je vais apporter après la Joconde? Quelle est l'idée nouvelle? Et là vient l'étincelle. Deuxième temps du parcours. Et l'étincelle a été définie par Rainer Maria Rilke dans les termes suivants. Pour écrire un seul vers, il faut avoir des souvenirs. Il faut avoir vu beaucoup d'hommes et de choses. Il faut avoir senti comment volent les oiseaux. Il faut avoir compris le mouvement de la petite fleur qui s'ouvre le matin. Il faut avoir repensé à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est jamais éclairci. Il faut avoir veillé des mourants, fenêtres grandes ouvertes, pour capter les bruits extérieurs. Mais il ne suffit pas d'avoir des souvenirs. Encore faut-il savoir les oublier et attendre qu'ils reviennent, qu'ils deviennent sans geste, nous-mêmes. Alors, quand ils ne se distinguent plus de nous, qu'ils sont devenus complètement anonymes, alors il se peut qu'en une heure très rare, un soir de grâce, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Ça vaut pour toute invention, pour toute création. Le troisième temps, c'est le plus terrible. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce que c'est l'angoisse du point de bascule. Ou bien on décolle, ou bien on s'écrase. Et il y a une phrase du créateur de LinkedIn, qui s'appelle Hoffman, qui est heureuse, qui décrit bien ce moment. Et il dit, l'entrepreneuriat, ça consiste à se jeter d'une falaise et ensuite à construire son avion en tombant. Et ça, je l'ai vécu ce moment. C'est-à-dire que j'étais assis en face de la ruine du Puy du Fou, la ruine piteuse du Puy du Fou, entouré de ronces et de serpents. Et là, je me disais, bon, mon idée, c'est quoi d'abord? Ensuite, mon idée, est-ce qu'elle est clairvoyante ou est-ce qu'elle est folle? En fait, une idée clairvoyante, c'est une idée folle qui a réussi, et une idée folle, c'est une idée clairvoyante qui a échoué. Seulement, on ne le sait qu'après. Et alors là, vient la percée conceptuelle. La percée conceptuelle, je la formule de cette manière, c'est l'avantage concurrentiel, enfin, le Graal du stratège, si vous voulez, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. C'est-à-dire le créateur, il crée quelque chose qui est inimitable, donc il est irrattrapable. Et ça évoque pour moi une conversation que j'ai eue avec le grand capitaine d'industrie, Bernard Arnault. Je lui dis, on était au Puy du Fou, et je lui dis, en fait, la définition d'une grande entreprise, d'une entreprise puissante, d'une entreprise prospère, c'est quand même le chiffre d'affaires, Bernard. Et il me répond, non Philippe, non. La puissance d'une entreprise, sa prospérité, c'est la désirabilité. C'est tellement juste. Enfin, il y a la réalisation, la dernière phase, et je termine par là. La réalisation, c'est le travail. Et là, je raconte, si vous voulez, je vous raconte une anecdote, conversation que j'ai surpris entre deux personnages importants, Raymond Barre, Premier ministre à l'époque, et François Michelin. Et donc, Raymond Barre plaint François Michelin et lui dit « Ah là là, je vous plains parce que les jeunes aujourd'hui, le goût du travail, etc., la sueur au front, ils ont les horaires, la discipline, tout ça, c'est fini. » Et François Michelin dit « Mais attendez, monsieur le Premier ministre, c'est quoi votre définition du travail ?» Et il dit « C'est ça, la sueur au front, la disponibilité, le dévouement. » Et François Michelin dit « Non, c'est pas ça.
le travail. Alors Raymond Barre lui dit, et vous, monsieur Michelin, vous dites quoi alors? C'est quoi le travail pour vous? Il dit, pour moi, le travail, c'est faire une œuvre. Et là, il reprend la citation de Bernanos qu'il connaissait bien. Une société se meurt ou se perd quand elle substitue les moyens aux fins. Et il explique, vous comprenez, la sueur au front, c'est bien, les horaires, c'est bien, les efforts, les sacrifices, ce sont des moyens. Ce qui compte, c'est la fin. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne célèbre plus le travail, la production, le chef-d'œuvre. On célèbre la rente et la consommation. Et je vous dis, pour terminer, avec une seule phrase de conclusion, la France doit retrouver le plus vite possible le goût de célébrer ceux qui sont les créateurs de valeur et ceux qui sont les créateurs de valeur ajoutée. Et il faut revenir au mot de Peggy, l'aventurier moderne, le père de famille et l'entrepreneur créateur. Eh bien, voilà pour ce vibrant hommage aux entrepreneurs créateurs que vous avez été, bien sûr, en créant le Puy du Fou. On a des images du Puy du Fou récentes, mais on a creusé un peu et on retrouvera les premières images du Puy du Fou avec vous, cher Philippe Devilliers, pour les prochaines semaines. Un grand merci, Philippe. Merci à vous, Geoffroy. Je pense aux téléspectateurs. Vous savez, il y a des informateurs bien informés qui s'inquiètent parfois des âmes chagrines qui peuvent récupérer une petite phrase et créer une fausse polémique. Vous avez eu une formule en disant il faut se débarrasser du président de la République. Vous dites se débarrasser, c'est politiquement, bien évidemment. C'est la démonétisation, j'imagine. C'est débarrasser au sens domestique. Un coup de balai. Un coup de balai, voilà. Jacques Moka, là. Non, je suis pas sûr que. L'Arcom va nous supprimer. Je suis pas sûr non. que. Non, pour le coup. Se débarrasser, non. Écoutez, en plus, je le connais. Je sais, Philippe. Et j'ai pour lui une tendresse nostalgique. Et simplement, il faut lui payer le billet d'avion, parce que c'est un homme qui aime voyager. Philippe Devilliers, comme chaque vendredi, une parole libre. Geoffroy Lejeune. Alors je sais que vous voyez tous les deux... Il nous reste 50 secondes. 50 secondes. Vous voyez tous les deux demain soir Bien joué. Ouais, face à Mathieu Bock-Côté. Et on vous retrouve aussi mardi soir au Palais des Sports. Vrai, mais attendez. Et vous voulez, cher Philippe Devilliers, qu'on fasse une colocation? Dites-moi, parce que là, on va se voir samedi soir avec Mathieu, et mardi soir, c'est face à vous. Alors là, pour le coup, c'est formidable. Tout autant que samedi, bien évidemment, mais on va être face aux téléspectateurs, avertis de CNews, lecteurs du JDD, auditeurs d'Europe 1. J'ai une idée. 30 secondes. J'ai une idée de sujet. Ah, lequel? Y a-t-il encore une espérance française? Ah, eh bien, Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Philippe à la télévision, mais moi je l'ai déjà vu sur scène et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Face à vous, ce sera donc mardi soir et j'ai l'honneur d'être Les gens qui me connaissent à la télévision pourront me voir en relief. Dans un instant, bah oui, bien sûr, j'ai l'honneur d'être avec vous. J'ai hâte de rencontrer tous les téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1 et les lecteurs du JDD. Dans un instant, c'est l'heure des pros. À tout de suite.